cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro, pour le débrief de l'étape, de la 6e étape de la Coupe du Monde à Nové-Mesto. Alors Coupe du Monde, même peut-être Coupe de France, je ne sais pas au vu des résultats de l'équipe de France en République tchèque ces derniers jours. Mais en tout cas, on est ravis de revenir sur ces derniers jours qui ont souri aux Bleus. Au programme, il y avait des individuels courts, des relais mixtes et des mass start. Et je suis toujours très bien accompagné pour revenir sur cette très belle étape. Je suis déjà avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut Romain. Comment vas-tu ? Ah bah là, c'est mieux que bien. Très très bien. Ouais, très très bien. Ça a été une étape parfaite. Ouais, bon. Aurélie aussi, ça fait plaisir ces étapes. Salut Aurélie. Salut, oui, belle étape, un peu particulière quand même, mais au niveau des forces en présence, mais belle étape avec de belles courses et puis des beaux finishes. Et notre championne est là, notre médaillée olympique de l'équipe, Delphine. Salut Delphine. Salut à tous, bonjour, et heureusement que le biathlon est là pour nous mettre des paillettes dans nos vies. Bon, Delphine est en forme en tout cas. Delphine, bon ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, cette belle étape pour finir le mois de janvier avant les Jeux. Ah ouais, c'était absolument magnifique. Et j'ai l'impression que ça monte en puissance, quoi. Déjà à Ruhpolding, il y avait des courses finales incroyables, et là, à Nové-Mesto, ils nous ont régalé. Ah ouais, c'est tout bon avant, dans quelques jours, les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. On a très hâte, mais pour l'heure, on va rester sur cette 6e étape de Nové-Mesto. On va revenir sur un peu tout ce qui s'est passé. On va commencer par l'équipe de France féminine. On va parler de la course au Globe du Cristal, si elle existe encore, parce que Lou Jean Monod a pris le large au niveau du classement. On parlera aussi des autres Françaises, des victoires de Julia et de Justine sur cette étape. On parlera aussi, dans cette partie féminine, mais aussi qui est ouverte au relais mixte, sur ce qui a un peu marqué cette étape, à savoir la disqualification des Allemands. Je vais vous demander si vous trouvez ça dur quand même, cette disqualification. Ensuite, on parlera des hommes, de cette prise de pouvoir d'Éric Perrault. Un super week-end de la part du Savoyard qui prend le dossard jaune juste avant les Jeux Olympiques. On parlera de ses compatriotes aussi. Voilà, on fera un peu le tour de tout ça. Et on va se projeter sur la suite, pas sur les Jeux, mais sur les championnats d'Europe qui arrivent d'ici quelques jours, même quelques heures. Bien, les amis, êtes-vous prêts pour ce débrief ? Oui. Ouais. En avant. Allez, c'est parti, jingle. Eh bien, pour débuter, on ne change pas les habitudes, je vous demande la question habituelle. Quelle a été votre course du week-end, Jérémy ? Alors, j'ai un peu hésité, mais la mass start homme, voilà, moi, celle qui m'a procuré le plus d'émotions, c'était vraiment très ému du scénario. Enfin, il y a eu, comme dans un film, voilà, le 20 sur 20 d'Éric Perrault qui récupère le dossard jaune, qui gagne la course, qui vraiment, on sentait qu'il avait décidé, il a tout mis en place, et ça a été incroyable, et c'était une course extraordinaire. Je pense qu'elle va marquer quand même longtemps, parce que sur une mass start, le 20 sur 20, ouais, c'était spécial. Qui découle aussi de son individuel marqué, m'a gagné aussi, donc les deux font que c'est un week-end parfait pour le Savoyard. On va y revenir plus tard. Delphine, quelle course ? Ah bah pour moi, c'est la mass start dame. Après, on a que l'embarras du choix, mais bon, allez, la mass start dame, parce que d'habitude, sur une mass start, au fil des tours, au fil des tirs, surtout en debout, ça écrème. Mais là, les filles, il y avait 4 filles.
Premier tir debout, elles sortent ensemble et deuxième tir debout, elles sortent toutes ensemble. Et après, ben, c'est sur la piste qu'on règle les comptes. Et franchement, c'était vraiment magnifique. Mmh. Bon, Aurélie, à toi de trancher. Mastart ou femme ou Mastart homme? C'est compliqué. Après la Mastart homme, j'étais bon, bah, c'est ma course du week-end. Mais c'est vrai que la Mastart femme, ce côté où tous jouaient sur le pas de tir finalement, et puis en fait elles sortaient toutes en même temps, elles faisaient toutes des tours. Le dernier tir, elles tiraient toutes à 5 sur 5. Et comme disait Delphine, et ça se jouait sur la piste comme ça jusqu'au dernier moment. L'arrivée un peu surprise de Julia pour le coup, parce que je pensais pas que des 4 qui sortaient, voire des 5 avec Camille, ce serait Julia qui arriverait devant, à ce côté un peu imprévisible du biathlon qui fait que peut-être la Mastart femme, quoi. Mais bon, je trouve que les 2 Mastart étaient quand même très belles à voir jusqu'au bout. Voilà. Mmh. Donc la Bah, moi, journée du dimanche, en tout cas, c'est ma journée préférée. ouais, de ce que j'ai compris de vous 3, en tout cas, la journée de dimanche vous a conquis, hein, même Ouais. si, les autres journées ont souri à l'équipe de France. Il y avait aussi de belles courses, mais c'est vrai que bon, forcément, lutter contre des Mastards, c'est de manière générale, c'est très compliqué, hein, par rapport aux autres courses. Bah, puis Mais c'est que la deuxième en plus de la saison. Il n'y en a pas eu beaucoup ouais, de masse. c'est vrai, c'est vrai, Mm. c'est vrai, Ouais. oui. Et puis l'horaire, moi j'ai bien aimé l'horaire des Indives. Bah déjà, ça permet de bosser avant, c'est pas mal. Ouais. Et puis le côté en nocturne, ça donnait un charme. Et j'ai trouvé que au-delà de la victoire des Français, les Indives étaient intéressants à suivre aussi. Mmh. Oui, c'est vrai que cette ambiance particulière à Novi Mesto, on court souvent en nocturne, et aussi ce bruit, ce boucan, ce chaudron, de cette tribune, de ce demi-stade finalement, ça, ça fait quelque chose, vraiment de particulier, hein, l'une des plus Ouais. grosses ambiances du circuit, Et les biathlètes le disent, hein. ils encouragent toutes les nations. On les voit féliciter les Français, les autres sur le relais mixte. Ils sont moins que sur certaines étapes, vraiment que sur leur nation, même s'ils encouragent des Tchèques et tout ça. Ils faisaient vraiment la fête et l'ambiance était top, ouais. Ouais, ouais, L'ambiance était une, super. Oui, et une puis, très belle, oui, Delphine? pardon, ouais, et puis, l'arrivée de la Mastart, c'était génial parce qu'il y avait des espèces de feux d'artifice qui Oui, sortaient Oui, pour célébrer le premier. Et ça, c'est une super campagne. pyrotechnique. Ouais, c'était ouais. sympa, ouais. Je suis Un peu comme on d'accord. peut voir sur des shows, finalement, Oui, des Ouais. oui. fois, Ouais. c'est vrai. C'est vrai, oui, j'étais un peu surpris, j'avoue sur le moment, quand j'ai vu Eric Perrault, Ouais. enchaîner une arrivée avec les feux Mais d'artifice c'était là, chouette. C'était bien. mais ouais, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mmh. Ça apportait quelque chose en plus, en effet, en effet. Bien, donc on va commencer par la partie dames et l'équipe de France et la leader du général. Alors, pas de victoire pour Loujon Monod à Novi Mesto, hein, mais un nouveau gros week-end de sa part. Deuxième de l'individuel, juste derrière sa copine Justine Brézaboucher. Puis quatrième de la Mastart. On sent qu'il a manqué sur les skis, hein, de la doubiste, hein, un peu fatigué après ce gros mois de janvier, mais qui fait le trou, hein, au classement général. Elle possède désormais 202 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, qui est la finlandaise Sui Minkinen. Bah, question simple, hein, les amis, hein. Est-ce que pour vous, Lou Jean Monod a plié le game, a déjà un peu le gros globe dans les bras? Pour rappel, il n'y a plus que 7 courses à disputer, sur le mois de mars. Aurélie? Euh, Plier le game, j'oserais pas parce que j'aurais peur de lui porter un peu la poisse. Mais elle a quand même déjà une belle main bien accrochée sur le gros globe, donc il reste plus qu'à suivre il reste 3 étapes, c'est ça? Après Exactement. les JO, donc il restera juste à assurer ces 3 étapes pour mettre sa deuxième main sur le gros globe. Ouais, 202 points, une victoire 90, donc un peu plus de 2 victoires d'avance, hein, il reste 7 courses. Jérémy, là, c'est vrai qu'on essaye d'être prudent, hein, depuis le début de l'hiver. C'est un peu les montagnes russes parfois. Une athlète, qui performe, après ça va moins bien sur l'autre. Bon, là, il manquait certes des favorites par rapport à Lou, mais il y avait quand même Souvin Mikinen, hein, sa plus proche rivale. Bon, là, on peut dire qu'elle a enfoncé le clou et elle l'a bien enfoncé, hein. Oui, oui, complètement, Romain. Après, on veut toujours être prudent. On a déjà vu des retournements dans le sport, donc c'est vrai qu'on voudrait pas lui porter la poisse et faire comme si, voilà, comme disait Aurélie, c'était joué. Mais c'est aussi que c'est peut-être la seule qui va continuer à avoir vraiment cet objectif-là.
c'est à aborder les courses avec cet objectif, celles qui sont très loin, qui n'ont pas fait cette étape-là, donc Maren Kierkegaard, les Soreberg, voilà, elles vont miser sur les Jeux Olympiques et après, elles savent qu'il y a énormément de retard, donc peut-être que elles seront pas aussi mobilisées qu'une Lou qui a fait de cet objectif un de ses objectifs de la saison et bon, qu'il a raté l'an dernier à rien et qui se dit cette année, on va prendre un gros matelas. Comme ça, même si on me fait tomber à Oslo, bah, je l'aurai déjà en poche, quoi. Ouais. C'est vrai que là, il y aura un peu plus de marge. Alors, pour faire un point sur le général, avant de te donner la parole, Delphine. Donc, Sui Minkinen est à 202 points. Troisième, c'est Magnusson qui passe à la troisième place, hein. Elle était à Novemisto, la suédoise. Elle est à 263 points. Et Maren Kierkegaard est à 272 points. Donc, la suédoise et la norvégienne sont à environ 3 victoires de différence de la française. Comme je disais, il reste 7 courses, pardon. Donc là, c'est quand même un sacré avantage. Delphine, c'est quand même bien parti, hein, ce gros globe. Comment tu analyses, toi, le week-end de Lou? Un week-end finalement sans victoire, certes, mais un week-end de dossard jaune. Oui, c'était un week-end de dossard jaune où elle a fait honneur à son dossard. Elle a été capable, même sans gagner, oui, d'être présente, de tirer correctement et puis de faire le minimum syndical, on va dire, qui est dévolu à son maillot jaune, quoi. Donc, elle n'a pas démérité. C'est vrai qu'il y a certainement un petit peu de fatigue de fin de mois de janvier. Elle était au repos aussi samedi. Et puis pourtant, elle n'a pas réussi à prendre part à la bagarre du dernier tour de la Mastart. Donc un petit peu de fatigue, mais mentalement, elle a vraiment bien joué. Et ça, c'est tout bénef pour la fin de saison, parce que la fin de saison, Kerkaide, elle va, elle va montrer qu'elle est là, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, elle a quand même 3 victoires de retard, hein, je le disais, hein, mais c'est vrai qu'une Kierkegaard, la jeunesse peut lui servir Oui. en fin de saison avec l'enchaînement des courses. Donc après, bon, Lou est pas si vieille que ça non plus, hein, elle est pas si âgée que ça, hein. Non, 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 non. Mm. Mais il y a plus de joker. C'est comme toutes les courses comptent. Évidemment, on touche du bois, et cetera. Mais si on loupe une étape ou quelques courses parce que petit pépin, et cetera, on peut vite, enfin, ça peut vite remonter dans un Cher. sens ou dans l'autre. Ouais, Ouais. ça peut vite coûter cher. Donc, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Euh, ouais. Et puis je pense que l'avantage de Shirkaide par rapport à Lou, c'est qu'elle va par contre après les JO, je pense qu'elle va courir sans pression, sans aller Mm, chercher justement le général, sans objectif autre que gagner les courses en fait. Bah, Donc un peu moins de Mais bon, ouais, pression, mais bon. c'est quand même bien parti, les amis, là. oui, C'est très bien parti. Ça pouvait pas être mieux parti que ça. comme le disait Jérémy, il n'y a plus droit à un joker maintenant. Mais pour Lou, finalement, si elle se rate sur une course, ce sera peut-être pas grave. Et par contre, Kerkaide puis les Söreberg, si elles se ratent sur une course, ben là, le game est plié, quoi. C'est vraiment, elles essayent Ouais. de revenir dans la bagarre. Oui, et d'ailleurs, finalement, les jokers seraient plus pour les étrangères, hein, enfin les adversaires Oui, de Lou, parce que c'est elles qui loupent des étapes et qui auraient pu en bénéficier à ce moment de la saison. oui, Donc l'avantage de ces jokers, finalement, revient pour le moment à Lou Jean Monod. oui, Ces tout à jokers fait. de ces Mm. courses qui ne comptent plus au classement. Mais c'est vrai que Lou a fait le trou face à une Sui Minkinen qui n'a pas tenu la dragée haute à la française, hein, qui n'a terminé que 22e de l'individuel court, 6e de la Mastart. Et on sait dans ce classement, hein, quand on marque des points, quand on est en haut, ça marque des très gros points. On l'a vu avec Eric Perrault notamment. Et la Finlandaise, hein, qui semble pas forcément totalement miser sur ce gros-là. On ne le sent pas non plus à fond sur cet objectif-là, surtout plutôt sur les Jeux Olympiques. Mais on va se méfier quand même, hein, sur cette fin d'hiver. Alors, il y a comme un petit débat qui s'installe par rapport aussi à ce gros globe de cristal. On en parlait, hein, les absences des Suédoises, des Norvégiennes. Alors, Sui Minkkinen était là, mais il manquait quand même pas mal de leaders. On entend beaucoup dire à droite, à gauche, et surtout sur les réseaux sociaux, que c'est un peu un globe au rabais, ce gros globe des Jeux Olympiques. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ce globe que va vers Lou Jean Monod ne vaut pas grand-chose dans une saison olympique? Bah,
avait le même débat il y a 4 ans avec le gros globe de Quentin. Exactement le même débat finalement. Non, je trouve que c'est pas un gros globe au rabais parce que si les autres se permettent de faire des impasses pour miser sur les jeux, Lou, au détriment finalement peut-être de se reposer ou de faire des stages en altitude pour les jeux, elle court toutes les courses. Donc elle mérite son gros globe. Après, c'est vrai que c'est toujours dommage le manque d'adversité. C'est vrai que moi je le regrette aussi qu'il y ait eu autant de gens qui n'étaient pas là ce week-end à Nové Mesto. Mais j'espère qu'on n'ira pas lui dire, en tout cas, après qu'elle gagne le général, puisque on va être prudent, mais on va quand même se baser là-dessus. Qu'elle ne le mérite pas. Pourquoi elle ne le mériterait pas? Elle a couru toutes les courses, elle a gagné, elle a engrangé les points qu'il lui fallait. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu bête, mais c'est pas de la faute de Lou si les autres choisissent d'aller ailleurs que d'aller à Nové Mesto. Elle a le mérite de jouer les deux Oui, tableaux. C'est ça le souci. exactement. Parce que le problème, C'est c'est que les gens exactement. regardent, qui critiquent, ils regardent le verre à moitié vide, dans Ouais. l'autre sens. Regardons-le verre à moitié plein, de se dire que Lou, elle, joue sur 2 tableaux. Elle joue le gros Oui, globe et les Jeux olympiques. Ce que et ne comme je veut disais, peut-être au détriment de sa forme pour arriver aux Jeux Olympiques par rapport à d'autres qui du coup s'entraînent autrement une semaine de plus. Donc si elle arrivait à faire de beaux jeux et en même temps gagner le général, bah, c'est tout à son honneur. Et on espère que Lou pourra justement performer sur ces jeux et donner raison à sa stratégie, donner finalement encore plus de valeur à son gros globe, de se dire: «Bah, vous voyez, hein, moi j'ai pu jouer sur les 2 tableaux, comme Quentin l'a fait il y a 4 ans». Donc beaucoup l'oublient aussi, que d'ailleurs il y a quelques années, Johannes Beu, hein, beaucoup parlent par rapport à Johannes, n'a joué que les Jeux olympiques il y a 4 ans. Faut se souvenir que Johannes Beu, jouait aussi gros globe, hein, mais il a fait un très mauvais début de saison, il n'était pas en forme, et tout n'allait pas bien à ce moment-là. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes autour de Johannes Beu. Et ce gros globe, il l'a pas laissé de côté volontairement, c'est qu'il n'était pas en forme en début d'hiver. Et Quentin était tout simplement le plus fort sur cette saison-là pour jouer les deux objectifs. Ce qui, on espère, sera le cas pour Lou Jean Monod pour aller chercher l'or olympique d'ici quelques jours. Lou Jean Monod en tête du classement du général, mais aussi en tête du classement du sprint, de l'individuel et de la mass start. Elle est actuellement 2e du classement de la poursuite à seulement 10 points de Minkinen. Donc Jérémy là, Ça s'appelle un potentiel grand chelem, là. c'est ça, c'est ça. Certes, c'est pas Roland Garros, Wimbledon, Open Australie, US Open, mais on s'en rapproche là, Ah ouais, Jérémy, hein. c'est solide, hein. Faudra Ouais. demander à Emeric ou nos statisticiens préférés. Je sais plus si ça s'est déjà fait. Peut-être que Johannes l'a fait une saison ou Martin. Martin. Mais Plusieurs saisons, oui, Martin, oui. Martin, Au voilà. moins 4 Eh fois, je ben, crois, Martin, de mémoire. ah voilà. Ben moi, je trouve que ça serait beau. Bon, il faut en laisser un peu aussi pour les autres, mais en tout cas, non, bah, je suis vraiment d'accord avec Aurélie. Je trouve qu'elle a le mérite de s'aligner. On sait que ça peut être intéressant, les impasses, de se préparer, la fraîcheur pour arriver au jeu et tout ça, mais elle lâche pas cet objectif. Et on peut se dire aussi que plus on court, plus on. Bon, la Delphine pourra mieux en parler, mais peut-être que plus on court et plus on réussit aussi. Surtout qu'elle fait des bonnes courses d'avant JO, donc elle engrange de la confiance, qui n'est pas le cas pour tout le monde. Après, Delphine, c'est aussi peut-être une stratégie d'altitude aussi pour les Scandinaves. Les Français, ils ont fait une relance d'altitude tous les mois depuis le mois de mai, hein, donc il leur suffit de pas grand-chose pour être acclimatés. Ils arrivent, ils restent 4-5 jours et puis ils sont acclimatés. C'est à ça que ça sert, toutes ces relances. C'est-à-dire les relances, c'est tous ces stages en altitude qu'on fait pendant tout l'été, quoi. Ça sert à ça. Oui, mais la différence par rapport aux Scandinaves, c'est que la plupart des athlètes français, ils vivent en altitude, alors que les Scandinaves, ils vivent pas en altitude en Norvège. Donc, ils sont obligés, eux, pour avoir de l'altitude, de partir dans les Alpes, en fait. Et on le voit, on l'a bien vu avec l'accident Bakken et tout ça. C'est un énorme truc, l'altitude ici, aussi bien pour les fondeurs que pour les Oui, biathlètes. oui. C'est s'acclimater à l'altitude et se préparer s'entraîner en altitude pour augmenter la caisse, je pense. J'imagine que c'est à ça que ça Oui, bien sert. sûr. Après, Ouais. Lou, elle vit à 1000 mètres, hein, même pas, hein, donc c'est peut-être
C'est peut-être Eric qui vit un peu plus haut. Il doit vivre à 1300 mètres d'altitude, voilà. Mais sinon, puis Justine et Julia, oui, aussi, qui s'entraînent à... Ouais, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ici. Ah oui, oui, Ils oui, c'est vivent, sûr. ouais. Ouais, ça fait une belle différence quand même entre les Français et les Scandinaves. Et bon, après, on a vu les Allemands ont aussi mis l'équipe B du côté de Novi Mesto, qui aussi font pas mal de stages aussi en altitude et ceux qui habitent proche de Ruppolding en Bavière, bon, quand même, peuvent aller en altitude assez rapidement. Mais Et c'est des traditions aussi, les impasses. Il y a des nations qui le font même les années où il n'y a pas de JO, pour préparer des championnats du monde, ou même parce que, voilà, et c'est Ils veulent pas aller aux pour USA ou souffler. des choses comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, mais nous, en France, on n'a pas cette. culture. Non, on a même vu, Julia était un peu malade, elle a couru quand même. Enfin, oui, c'est des différentes manières d'aborder aussi tout ça, quoi. Oui, Ouais, c'est On vrai. sait à qu'en l'époque, Norvège, ils sont très, très, Ouais. très, très précautionneux. Voilà. C'est- Oui, c'est vrai que les Norvégiens, c'est un peu leur habitude de faire des impasses à Anterselva quand il y a des mondiaux derrière. Ouais. C'est Björn Dalen, je crois, qui a commencé avec tout ça, parce que c'était à l'époque des jokers, justement. Et lui, je pense qu'il Ouais. comptait vraiment les points. Et c'est lui qui, enfin, je sais qu'en tout cas, à l'époque, il était souvent accusé par les nations étrangères d'avoir une stratégie autour des impasses par rapport Hmm. à justement garder de la forme et puis pas perdre de points au général. ok. Et alors, pour finir sur Lou Jean Monod, je voulais faire aussi un comparatif par rapport à l'an dernier. L'an dernier, à cette époque, Francisca Preuss menait le général avec 879 points, devant Lou Jean Monod 787, et Lou, cet hiver, on compte 848. Donc elle est juste un petit peu de points derrière Preuss, mais elle a augmenté son nombre de points par rapport à la saison dernière. Donc Lou Jean Monod elle monte, est beaucoup plus forte que l'hiver dernier, même si elle compte moins de succès. Mais elle est quand même plus régulière, notamment la différence se joue surtout sur l'étape du Grand Pendant, hein. Forcément, la différence est creusée de ce côté-là. Bien, maintenant on va parler des autres françaises. Alors, je vous propose, les amis, un beau petit menu, hein. Il y a la victoire déjà de Julia Simon hein, sur la Mass Start. À la suite, on en a parlé hein, d'une très belle bataille hein, à plusieurs sur le pas de tir et le dernier tour. La victoire aussi de Justine Brézaboucher sur l'individuel avec le 19 sur 20 au tir. Nous avons aussi le deuxième podium de l'hiver d'Océane Michelon sur la Mass Start derrière Julia Simon. Il y a une belle 5e place de Camille Bénet avec un 5e 20 sur 20. C'est tout à fait exceptionnel de la part de la Française, hein, qui avait mal commencé, elle avait voilà, des problèmes physiques, de santé au début de semaine, mais elle a redressé le tir hein, comme elle sait le faire, la tricolore, donc avec un 5e 20 sur 20, c'est assez dingue pour une nouvelle cérémonie des fleurs. Et Jeanne Richard en retrait sur les courses individuelles, mais un très beau relais mixte simple avec le 20 sur 20 au tir. Elle qui a remplacé dans la matinée, hein, quelques heures avant le départ, Camille Bénet qui devait être sur le relais mixte simple avec Émilien Claude. Aurélie, tu choisis qui? Oh, c'est compliqué, mais quand même la belle victoire de Justine, elle a fait plaisir, d'autant plus que, alors certes, elle fait un 19 sur 20, c'est pas un 20 sur 20, mais ça quand même, un 19 sur 20, c'était dans les standards de l'individuel. Il me semble qu'ils sont pas si nombreux que ça à avoir fait un 20 sur 20. Et puis, bah, oui, ça fait quand même vraiment plaisir de la voir revenir comme ça sur le haut du podium. On disait que Lou était pas très très, enfin moins en forme, un peu émoussée sur la Mastart. Par contre, je trouve que pour l'individuel, elle a quand même bien tenu dans les skis enfin pas dans les skis parce qu'elle courait pas À en même temps, distance. mais Mmh. à distance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a quand même bien tenu dans les temps de ski de Justine. Elle a finalement pas perdu beaucoup de secondes. Je crois qu'elle Ah, avait que quelques secondes. elle est partie prudemment au début et avec Ouais. Justine d'ailleurs et elles sont montées progressivement en régime et elles font partie des meilleurs temps de ski en fin de course et ça se joue à rien sur les skis en effet. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je trouve que sur l'individuel, Lou était quand même, enfin, si on prend Justine comme étalon en temps de ski, et puis ça faisait plaisir quand même ce double podium. On boude pas son plaisir. Et puis bah Julia, pour en parler aussi parce qu'elle a fait une belle victoire aussi. Elle s'est quand même arrachée sur la Mastart, il faut le dire. Je la trouvais. Ouais. Alors elle fait quand même un beau top 10. C'était
8e ou 9e place sur l'individuel, Julia. Donc c'est quand même aussi une belle 8e. place. 8e. Après, en prenant aussi en compte que voilà, il manquait quelques grands noms. Mais elle avait Il en quand même manquait l'air à aussi la sur l'individuel. Hein. Il en manquait aussi sur l'individuel. Non, je parlais de l'individuel où elle avait une belle 8e place, mais je pense que Ah voilà, oui. il y aurait parce qu'elle avait quand même l'air un peu à la peine, je trouve, sur l'individuel. C'est pour ça que j'étais un peu surprise de la voir comme ça dans le dernier tour. Par contre, on voit qu'Eliva vraiment, elle donne tout sur son dernier tour sur la Mastart. Ça reste quand même la marque quand même d'une belle championne, on va dire, d'arriver comme ça à s'arracher, d'y aller au mental pour Stratégiquement, elle était remporter la forte. Hein. victoire. On la sentait pas Ouais. la plus forte sur les skis, mais elle faisait les efforts qu'il fallait pour être devant au bon moment, récupérer et Bah, à surtout sur le montrer. pas de tir, on la voyait, hein, elle y tenait, hein, tirer en premier, déstabiliser. Alors ça n'a pas toujours marché dans le sens où ça tirait juste quand même à côté, mais on voyait qu'elle avait, c'était comme tu disais, c'était très stratégique, c'était prendre le 4e tapis, être la première à tirer, la première à s'installer pour essayer de grappiller quelques secondes là, et puis bah ça a marché, ouais. J'avoue, moi, je pensais que c'était plus pour Océane, cette course-là. Je la voyais bien gagner cette course parce qu'on voyait une Julia Simon qui n'était pas forcément au top de sa forme hein, depuis quelques semaines d'ailleurs. On l'avait vu sur l'individuel. Même sur le début de course, sur la Mastart, on la voyait, elle était là, mais elle faisait pas les efforts en tête, ou en tout cas, elle faisait ce qu'il fallait faire. Hein. On l'a bien vu, tactiquement, elle était parfaite. Et elle a mis les dernières forces dans la bataille dans cette dernière montée et dans cette dernière ligne Ouais. droite finale. Et non, très très fort. Hein. On voit l'expérience de la championne et le mental qu'elle a. Quoi. C'est assez bluffant hein, de la part de Ah Julia ouais, Simon. Hein, Oui. je suis d'accord, ouais. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'animal, hein. C'est elle qui a utilisé ce terme. Et c'est vrai Bah, qu'il y avait tout d'un coup un truc, elle mettait tout, quoi. Elle donnait tout, et une viclette qui nous a rappelé les meilleures heures du biathlon. je Cette croyais que t'allais capacité dire d'accélérer. de Pierre Roland. T'allais dire les GT de Pierre Roland dans l'Alpe d'Huez. Oui, c'est un peu ça, mais c'est que tout d'un coup, il y a un effort qui est. Enfin, pense que ça c'est arrivé très, très, très vite, quoi. Elle a tout donné et c'est vrai que je suis Et pour d'accord avec s'effondrer Aurélie, ça après la ligne fait. d'arrivée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a Ça de fait quand quoi. même plaisir ce finish, c'était incroyable. Moi, je le croyais plus en Lisa Vitozzi, qui était quand même très solide et qui finalement fait 3e. Donc, Bah, peut-être en piste, mais après au sprint, Vitozzi, c'est pas la meilleure des finisheuses. Hein, clairement, c'est pas celle qui a la plus de patates hein, dans une dernière non, ligne mais droite. comme elle tire très vite, tu sais, on a toujours peur qu'elle elle sort du pas de tir avec de l'avance. En fait, elle tire plus Mmh. vite en couché qu'en debout, Mais j'ai pas trouvé qu'elle Lisa. a tiré si vite que ça hier, sur les Mastart. Non, Je trouve qu'elle a le plus été couché, dans la c'est rapide retenue, quand même. C'est notamment rapide, dans mais le l'installation. debout. Oui, je Dans suis d'accord. l'installation, Ouais. c'était pas elle qui tirait la plus rapidement et même après dans le l'enchaînement des balles, c'était pas non plus comme elle pouvait faire dernièrement. Peut-être qu'elle a vu que ça fonctionnait peut-être pas ces derniers temps où, certes, elle tirait vite, ça marche, ça Non, en fait, tirait bien, mais chaque fois, elle sortait avec Julia, hein. Elles sortaient tout le temps ensemble. ouais. Ouais. Mais elle a pas fait des Mais tirs en 17 secondes, quoi. Ah bah Comme non, elle aurait parce pu faire. que il y avait du vent, c'était un peu aléatoire quand même. Fallait Ouais. arrêter de tirer un peu n'importe Mmh. comment à fond la caisse sans réfléchir aussi. Ah, on a vu côté italien, chez les hommes justement, ça a pas totalement marché, cette technique-là. Non. On va en Chez parler, les dans Suédois quelques non minutes. plus. Ouais. Tu en manques pas une, hein, sur le CV, hein, oui. J'ai Mais pas donné de nom. Je oui, bah, on se doute bien vers qui ça va, Aurélie. Mais c'est vrai que non, en tout cas, oui, Julia, ouais, énorme finish qui, marque les esprits, sur la dernière course juste avant les Jeux. C'est vrai qu'elle était dans une position un peu inconfortable, Julia, hein. Elle était à la recherche de sensations, de performances, de résultats. Alors certes, il y avait ce podium à Oberhof, mais ça commence à faire il y a quelques jours et bon, on sentait que sur les skis, c'était compliqué. Là, c'est une performance qui peut compter, on verra, hein, d'ici quelques jours peut-être pour, décrocher une place sur un relais mixte, hein, surtout, 48 heures après le succès de Julie Brézaboucher, qui aussi marquait les esprits. Donc c'est vrai qu'il y a une belle bataille dans Oui. le clan féminin. Delphine, tu retiens quoi? Bah moi, c'était oui, Océane qui continue sa progression. Donc elle visite un peu tous les cas de figure des compétitions, soit l'accession à la 3e place, soit l'accession carrément à la 1re place. Et c'est vrai que
J'étais un peu étonnée qu'elle se fasse déposer comme ça par Julia, qui nous a tiré la dernière force du chapeau et puis qu'il l'a réglé au sprint. Mais je veux dire, c'est possible pour elle. Voilà, ce qui est bien pour elle, c'est de se dire que c'est tout à fait possible d'aller chercher une victoire. Elle a tiré en conséquence. Elle a skié intelligemment. Et donc, pour ça, elle continue bien sa progression. Elle est de moins en moins, je pense, impressionnée par les filles qui sont autour d'elle. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, Camille Bénet aussi, par rapport à ses résiliences, parce que sur l'individuel, elle casse toutes ses stats de tir d'un coup, là. Et puis, finalement, il lui faut 24 heures pour se remettre en selle et puis de nouveau tirer correctement. Donc, elle fait preuve aussi d'une grande maturité et d'un bon esprit d'analyse pour pouvoir revenir dans son schéma sur la Mastart. En effet. Jérémy, tu voulais mettre qui en avant? Bah, quand même Justine, parce qu'il y avait cette anecdote rigolote où elle parlait avec Lou et Lou s'était un peu moqué ou en tout cas avait rigolé quand Justine lui avait dit qu'elle avait déjà gagné un individuel et que voilà, il fallait compter sur elle le lendemain. Et donc Lou, voilà, a rigolé parce que c'est vrai, on connaît les qualités de Justine, mais aussi parfois les problèmes sur le tir. Et voilà, et je trouve que c'est assez marrant qu'elle ait été un peu piquée au vif. Elle a montré elle est quand même plus jeune, à sa jeune coéquipière que, bah oui, elle peut faire des 19. Elle s'est appliquée, hein, on a senti, voilà, sur chaque tir, beaucoup, beaucoup d'applications. Et oui, je trouve intéressant que Justine et Julia, avant les JO, avant les grands championnats, elles montrent que ben voilà, et c'est quand même les piliers de l'équipe, le pilier du relais, et qu'elles peuvent, elles ont la capacité de décrocher des médailles, de gagner des courses et tout ça. Donc c'est chouette. Mmh. C'est un peu le karma pour Lou par rapport à Justine. Mais c'est vrai que c'était un très beau podium, hein, entre les 2 copines sur l'individuel court et un petit mot, sur Jeanne quand même aussi, Jeanne qui, ouais, en retrait sur, les courses individuelles, je le disais, qui a terminé, 38e de l'individuel court, 20e de la Mastart, qui était bien partie au début, mais sur les tirs debout, ça s'est mal passé pour elle. Mais on va retenir quand même un très beau relais mixte simple, avec ce 20 sur 20 au tir, alors c'est vrai que dans les stats, un 20 sur 20, ça marche pas comme ça. En tout cas, on ne retient pas, forcément, en ce sens, vu que c'est un relais. C'était une belle course de la jeune, tricolore qui a fait donc 2e avec Emilien Claude et donc Jeanne qui a obtenu le dernier ticket pour, les jeux olympiques. Oui. Mmh. Qui sera remplaçante, hein, bon, il y aura pas de surprise, je pense, par rapport à ça, hein, Mmh. mais qui sera quand même du côté de Milan, Cortina et à voir après sur le mois de mars pour Jeanne. C'est là aussi, ça va être très important pour elle, pour garder sa place, sur, la coupe du monde, par rapport notamment à une Paula Beauté, qu'on va décortiquer, analyser, observer de plus près ces prochains jours du côté de Souchon. Bien, alors, il y a eu un fait marquant durant cette étape, c'est la disqualification des Allemands, sur le relais mixte simple, hein, le binôme, très jeune binôme, biathlète d'outre-Rhin, Marlène Fichtner et Leonhard Pfund. Alors désolé pour le nom, hein, de ce Pfund. biathlète, hein, Pfund. 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 Non, On va rester sur Leonhard, hein, si ça vous va. voilà, Léon. Sur Lyon. On va rester sur Lyon. Ah, c'est magnifique, sur Lyon, voilà, à la française. Le contexte, hein, alors les Allemands avaient remporté la course sur les mixtes simples, hein, ils s'étaient battus jusqu'au bout face à la Finlande. Notre cher Léon avait dépassé Thérault dans les derniers mètres. Donc on se disait, oh là là, incroyable, première victoire de l'Allemagne cet hiver au bout de 6 étapes. Exceptionnelle, en plus avec une paire allemande un peu surprise. Hein, Inédite, ouais. on misait pas forcément dessus. Mais la joie était de courte durée pour les Allemands, finalement disqualifiés. La raison, en fait, l'Allemande n'a pas remis à temps sa carabine dans le dos en partant de son tapis, à la suite de son deuxième tir couché. On l'a vu au vu des images, hein, au ralenti, hein, en fait, reste involontaire, mais en fait, en voulant la remettre, sa carabine, en fait, sa paire de lunettes a glissé au niveau de son épaule et s'est coincé au niveau de sa roselle de portage de sa carabine et malheureusement, bah, tout s'est bloqué sur le moment et l'Allemande a eu le mauvais réflexe en fait de continuer, sa sortie de tapis et c'était trop tard pour remettre sa carabine
Et bon, bah, la sentence c'est donc était irrévocable, disqualification de premier à dernier, même non classé, hein. Et c'est vrai que Marlène Fichner, on l'a vu en larmes, totalement désespérée, quelques minutes après. C'était quand même assez touchant de la voir ainsi. Bah, c'est génial, hein, d'avoir Delphine avec nous, pour parler de ça parce que c'est aussi un point de règlement aussi important. La question que je posais, hein, c'est est-ce que pour vous c'est une sanction logique ou trop lourde? Delphine, pour toi, qui a fait du biathlon, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je connais pas le règlement par cœur, mais quand ils arrivent au tir, ils ont le droit de mettre la main avec le coude qui reste dedans. Donc, ils ont le droit de mettre la main dans la bretelle sans l'enlever complètement, hein, d'accord? Et là, et donc ensuite, quand on repart du tapis, il faut l'avoir au dos. Parce que le canon doit regarder en haut ou vers les cibles, mais jamais ailleurs. Et là, en repartant du tapis avec la carabine mal mise, elle peut très bien, en poussant sur les bâtons, ça peut très bien glisser. Et puis le canon peut partir en direction des gens, même si on craint rien. Juste l'action d'avoir le canon en direction des gens, ça, c'est interdit. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait une disqualification. Et puis, elle était en larmes, ok, parce qu'ils avaient gagné, puis elle était déçue, mais elle devait bien s'attendre à ce qu'il y ait une sanction quand même. Mmh. C'est remonté de par les coachs italiens et finlandais qui ont vu, l'Allemande remettre mal sa carabine dans le dos. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, oui, je pense voilà, la règle, c'est la règle. Si c'est des règles de sécurité, d'autant plus, c'est normal d'être disqualifié. Par contre, c'était horrible parce ils l'ont appris en interview c'est Björn Dahlem qui leur a annoncé en interview d'après course où ils étaient là tout contents. Et Björn Dahlem qui leur a dit oui, il y a quand même une réclamation, vous êtes au courant? Et ils étaient, bah non, on n'est pas au courant. Et donc il explique, bah si, parce que t'as pas remis ta bretelle. Elle expliquait, oui, mais c'est parce que mes lunettes se sont coincées. Et on a vu en fait le sourire passer à l'inquiétude. Et c'est après ouais, voilà, qu'elle a appris, enfin que ça a été confirmé qu'il y avait disqualification. Bon, c'était quand même triste, ça reste brutal quand même quand tu crois avoir gagné et puis que finalement tu es disqualifié. Je pense qu'il y a aussi ce côté où tu perds pas tout, enfin, t'es pas disqualifié tout seul, tu disqualifies aussi ton camarade. Ça reste des biathlètes non expérimentés sur la Coupe du Monde, donc je pense voilà, c'était une Ah non, non, leçon. non. Non, non, je suis pas d'accord. Oui, Les Non, biathlètes, cher non, non, mais, payé, je voulais dire. C'est oui, une mais leçon cher payée. ils sont pas inexpérimentés, je suis désolée. Ils font du biathlon depuis l'âge de 14 ans et ils connaissent le règlement, hein. Ouais, ok, bon, ok. Mais sur la Coupe du C'est la Monde, moi, méchante. je les ai jamais vus avant. Donc pour moi, ils sont dans un autre milieu. Ils font une grosse course qu'ils ont jamais fait avant. Et avec peut-être une pression autre. Et c'est vrai que de passer la ligne pour apprendre 5 minutes après que bon bah finalement on a perdu, je comprends la déception, mais en revanche, je suis d'accord avec toi, Delphine. Les règles c'est la règle, enfin la règle c'est la règle, et c'est la disqualification elle reste justifiée et normale. Oui, parce que si on ne fait rien, comme il disait sur la chaîne L'équipe, finalement, d'autres athlètes vont Ah faire ouais, la même chose, vont ressortir, c'est la encore foire. plus rapidement du tapis en mettant la carabine, à la va-vite, quoi. Mais c'est comme la fois où il y avait un Suédois qui avait tiré dans les cibles de son voisin. Ah oui! Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, il avait pris, je crois que lui, il n'avait pas été disqualifié, mais il avait pris 2 minutes de pénalité ou quelque chose comme ça. Par, Bah, par balle tirée à côté. 2 minutes de pénalité. Oui, ouais. Bah, la règle, c'est Putain. la règle, même s'il n'a pas fait exprès. Voilà, c'est comme oui, oui, ça. c'est sûr, mais Mm. comment dire, euh, par exemple, les U15, les U15, quand ils courent en France, ils n'ont pas la cara au dos, ils prennent la cara sur le tapis. Et quand ils arrivent sur le tapis avec les skis debout, donc la carabine, elle est au bout des skis, c'est un petit peu pénible à prendre Ah ouais? par les bretelles et tout. Et ben là, absolument interdit d'avoir le canon qui se dirige vers l'autre tapis devant ou vers le public. Si jamais le canon quitte la direction des cibles, c'est disqualification. Donc en fait, c'est pour dire que cette histoire de bretelle, c'est lié au canon en quelque sorte. C'est pour ça que c'est très réglementé et puis effectivement brutal. Mmh. Peut-être, Aurélie, que la grille n'avait pas mis sa bretelle correctement dans sa chambre d'hôtel à Lenside, il y a quelque temps. Exactement.
Et là, pour le coup, c'était un expérimenté. Donc, Ouais. mais c'est vrai que bon, bah, les erreurs, ça arrive. On a vu aussi Quentin récemment. On a même eu. Bah, c'est autre chose, quoi. Mais ça arrive parfois, voilà, des Non, oublis. Après, je pense que dans le stress d'une course, elle a sa lunette qui se coince. Elle a peut-être pas. Forcément, elle y a pas pensé. Mais bon, c'est comme ça, hein. mais moi, je trouve que pour une fois qu'ils font valoir le règlement et puis qu'ils l'appliquent, parce qu'on a vu, enfin, régulièrement, on voit des trucs. Bah, par exemple, l'autre jour, c'est Emilia Jacquelin qui tire que 4 balles au lieu de 5. Enfin, voilà. Tous des petits trucs comme ça qui passent à l'as. Et moi, je trouve que c'est un petit peu facile. Il y avait un petit peu de laisser aller. Et donc là, il faut effectivement faire un rappel. Ou Lou qui met pas les bons sponsors sur la carabine. Tout Par à fait. exemple. Ouais. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais Puis il se fait après, pousser par Preuss dans un virage. ouais. Oui. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça vient des coachs en fait adverses et ça vient pas de l'IBU en fait. Oui, parce que j'ai l'impression que le directeur technique du pas de tir, enfin le directeur du pas de tir, j'ai l'impression qu'il regarde pas la télé, il voit pas grand-chose. Et donc, Parce que, ah oui, justement, Delphine, pour nous dire, alors, on sait qu'il y a des arbitres coachs désignés sur chaque tout à fait. course, Ouais. mais il y a aussi des observateurs de l'IBU sur le pas de tir aussi, non? Non, mais c'est pas un observateur, c'est le directeur du pas de tir. Alors après, il peut pas voir toutes les cibles aussi, tous les Non, athlètes aussi. mais Donc, il a des gens autour de lui qui font appel. voilà. Et effectivement, il y a les jurys, il y a les entraîneurs qui font partie du jury qui sont là pour rappeler. Alors après, je sais pas si les Finlandais et les Italiens étaient dans le jury, mais en tout C'est cas, ça aussi, ouais. l'équipe adverse, elle en rate pas une pour poser une réclamation et puis voilà. Ouais. Après, c'est dommage, je trouve, de laisser les nations adverses le choix de réclamer ou pas, en fait. Ouais, c'est Normalement, il litigieux. y a une loi à Mm. respecter, il y a des règles, on les applique ou non. Enfin, Oui, mais je sais pas, par exemple. en l'occurrence, il y avait la preuve avec l'image. Souvent, si c'est sur la piste, il n'y a aucune preuve d'image et qu'il n'y avait pas de personne du jury sur la piste, qu'il y a une faute et qu'il n'y a aucune preuve, il y a juste un témoin oculaire qui était là, un gars d'une équipe qui a vu quelque chose, ben ça, c'est pas acceptable. Mais Delphine, si le coach italien et finlandais n'avaient pas vu, on n'aurait pas vu les images. Ben, alors si, je sais pas, Bah, avec des signes, j'en sais les rien du images sont tout, moi. remontées des coachs italiens et finlandais qui ont protesté. Sinon, il me semble qu'on n'aurait rien su sur ça. Donc, en fait, ça serait passé crème finalement cette faute Ah non, je crois pas, de. non. Je pense que ouais, non, je pense pas que ça serait passé. Bon, en tout cas, Parce que on doit le savoir, mais elle la tient un sacré moment pas mise, hein. Elle met plus de 10 mètres avant de pouvoir remettre sa bretelle. Et donc ça se voit au bord de la piste. ouais. Bon, en Je tout pense qu'il y en a cas, pas mal qui devaient, à mon avis, il y en a pas mal qui devaient le savoir, pas mal de nations qui devaient le savoir. Et puis ils se sont dit, bon, on va voir qui parle. Et puis du coup, bah, c'est les Italiens et les Finlandais. qui va avoir le courage de Voilà. dénoncer. Voilà, les Allemands. Bon, bah, en tout cas, ce Souvent, sont c'est des comme ça que ça se passe, hein. Tout le monde sait, puis ils se disent, oh ben on s'en fout, nous on est sur le podium, ça ne nous dérange pas, et puis on va voir qui c'est qui bouge. Et parfois, souvent c'est les Norvégiens et après les Italiens. Mais bon, apparemment, la deuxième place suffisait pas au bonheur des Finlandais qui ont donc remporté la course. Et les Norvégiens qui étaient quatrième sont montés troisième Ouais. sur donc le podium. Donc, voilà. Mais ouais, c'était bien triste pour les Allemands. Mais bon, c'est vrai que c'est, je pense, une bonne leçon pour Marianne Fichtner qui n'est pas prête de recommencer cette faute. Bien, maintenant on va passer aux performances et contre-performances de la semaine. Aurélie, ta perf. Ma perf, c'est un petit peu comme la semaine dernière, c'est la petite Cyril Carr qui fait un très bel individuel. Ça l'a un peu moins fait sur la Mastart, mais elle vient d'arriver. Elle avait son premier week-end le week-end dernier, et puis elle fait un beau top 7, je crois, sur l'individuel. Donc c'est prometteur. Je pense qu'elle est à suivre sur les prochaines saisons. C'était ma perf. Et ma contre-perf, c'est pas mauvais, mais pour la deuxième au général qui joue contre Lou, alors tout un autre avantage. Mince alors. On a suivi Minkinen surtout sur l'individuel, hein, qui perd beaucoup parce que là, elle est au-delà du top 20, je crois.
Donc suivi Minkinen qui quand même fait une performance dommageable au général pour elle-même. Mais tout à notre avantage, comme je le disais. Ouais, sur un format qui pourrait lui convenir, hein, au premier abord, on pourrait le penser, Mm. mais tu vois, 22e à Nové Mesto, Et beaucoup 15e de fautes, ouais. à Östersund. Ouais. Finalement, ouais, c'est pas forcément là où elle excelle le mieux, la finlandaise. Donc, c'est vrai que oui, ça reste un week-end décevant pour la deuxième mondiale, en effet. Jérémy. Alors moi, j'ai choisi Tamara Steiner, qui a été une très belle sixième de l'individuel. Donc l'Autrichienne s'est mise en évidence et en contre-performance, ben, malheureusement, Ingrid Tendrevold, qui a eu voilà, trois courses très compliquées, en particulier le relais mixte norvégien. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée. On sent que moi, j'oublie jamais que tout le monde fait au mieux et qu'elle essaye de faire vraiment tout ce qu'elle peut et de faire au mieux. Mais là, en ce moment, sur le pas de tir, c'est complicado, quoi. Ouais, c'est Mm. vrai que malheureusement, Tendrevol, elle a sa carte d'abonnement dans notre rubrique, contre-perf, chaque semaine, j'ai l'impression, La pauvre. c'est assez Ouais. terrible, hein, mais c'est Non, mais vrai que elle a c'est parce qu'on l'aime bien qu'on en parle aussi. oui, bah, oui, c'est pour ça que oui, c'est une figure importante de la discipline et c'est pour ça qu'aussi on en parle, mais c'est vrai qu'en plus, elle devait pas être sur la Mastart. Elle devait normalement repartir dès le soir même, du relais mixte à la Vadé, rejoindre ses compatriotes, ses coéquipiers. Finalement, avec toutes les absences, elle a pu être sur la Mastart. On s'est dit: «Allez, pourquoi pas une bonne course?» pour partir bien avant les Jeux. Bon, bah, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour, Ingrid Tendrevold, qui en plus n'avait pas forcément la forme des grands jours à Novi Mesto, donc elle pouvait pas s'appuyer sur grand chose, hein, la Norvégienne, en République Non. tchèque. Donc c'était ouais, un nouveau week-end compliqué pour Ingrid Tendrevol qui, bon, est-ce que va-t-elle courir à Milan Cortina? C'est la grande question, mais c'est vrai qu'au niveau sportivement là, bah, on pourrait dire que non, hein, c'est triste, hein, mais quand on voit Scar, oui, qui se met en évidence, Marte Jansen, Maren Kierkegaard, enfin c'est il y a ouais, non, c'est compliqué, hein, pour, C'est pas la meilleure chance de médaille de la Norvège, en tout cas, à l'heure c'est sûr. actuelle. À 100 des capacités du tir, oui, forcément, elle fait partie des meilleurs, pour aller chercher une médaille, mais malheureusement, le 100 pour Ingrid Thunderbolt, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu à ce niveau-là, hein. D'ailleurs, la dernière fois, c'était à Nové Mesto, elle avait remporté le sprint il y a 1 an, donc ça commence à dater un peu pour, la Scandinave. Delphine, ton top, ta perf? Donc ma performance, c'est Lena Ekigros qui a refait une Ah oui, insertion. Je oui, pense qu'elle a fait une cérémonie des fleurs, non? le retour d'Aiki Gross, c'est en effet son individuel court. Oui, peut-être qu'elle est un petit peu en meilleure forme que début de saison. Bon, des esprits chagrins diront que c'est peut-être grâce à l'absence des absentes. Mais en tout cas, oui, voilà, elle a réussi sur 2 courses aussi à pouvoir revenir, puis à se rassurer, je pense, avant les Jeux. Et puis, et puis Kuzmina, donc la vieille, comme dit Tanguy Kerwas. Mais L'abus. il l'a pas répété, ça, heureusement. Non, non, mais Kuzmina qui doit être, je pense, désolée pour le mot, la doyenne des coureuses, il me semble. Et mais j'avais senti très, très, très nerveuse sur l'individuel court. Et puis effectivement, je crois que au deuxième coucher, elle en met 4 dehors. Donc, et je l'avais trouvée très nerveuse au départ, alors elle est en voisine. Fallait juste se faire plaisir et tout. Donc, ouais, c'est dommage elle ait raté une course près de chez elle. Mmh. 24e de l'individuel court, Kuzmina, donc c'est vrai que, bah, après elle avait fait le relais mixte, mais ouais, mauvais week-end pour la Slovaque, qui, ouais, fait des bonnes perfs sinon en début d'année là, autour de la 15e, 20e place, en Allemagne, donc C'est Kuzmina, pas c'est mal. bah, oui, c'est plutôt pas mal, hein, pour, Bah oui, c'est pas mal, oui, c'est vrai. Puis, alors c'est sûr que sur les derniers tours, on l'attend pas, hein, mais au moins pour son équipe, c'est une valeur sûre pour les courses par équipe, oui. oui, c'est vrai que pour la Slovaquie, forcément, c'est un atout, hein, majeur, d'avoir, Kuzmina dans son équipe, Ouais, ouais, ouais. avec aussi, Fialkova aussi qui a connu, des difficultés, je crois aussi ce week-end, hein, Et elle a pas à couru la masse. elle a pas couru la Mastart, elle a fini 19e quand même de l'individuel court, bon ça va, mais c'est vrai que non, Kuzmina, ouais, compliqué, mais bon,
Après, est-ce qu'on a vraiment des grosses attentes autour de Kuzmina? Non, non, non. Peut-être Je pas crois que c'est forcément. ma grosse cote au JO quand même. Mais Sacrée grosse cote, en effet. Mais c'est vrai je que oui, crois. avec Igros, en tout cas, oui, au retour aux avant-postes pour la Suissesse, qui était, comme je disais, de carte d'abonnement dans les contre-perfs pour Tendrevol. C'était un peu le cas aussi pour la Suissesse, qui est bien revenue sur le devant de la scène. Et un petit mot quand même pour l'ADER de Doro sur la Coupe du Monde. Je voulais en parler un peu quand même. C'est vrai qu'elle a vécu son dernier week-end de Coupe du Monde à Novi Mesto. Alors, c'est pas passé non plus idéalement, notamment sur un individuel court. Elle a fait quand même un top 10 sur la Mastart, mais surtout une belle victoire sur le relais mixte. Bon, bah voilà, hein, ça va faire bizarre de plus voir d'Euro Jérémy sur la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est émouvant. On pense toujours que les athlètes sont éternels, un peu, qu'ils vont toujours être là. Et puis quand ça s'arrête, on se rend compte que voilà, elle avait une manière de skier tirée vraiment à elle. Et puis c'est un sacré palmarès. Puis c'est une personnalité forte. Donc ouais, elle va beaucoup nous manquer. C'était émouvant, les Italiens voilà, réunis autour d'elle. Et attention aux JO, elle va vouloir claquer une médaille, hein, ça, ou plusieurs. Mais en tout cas, Mm. on va se méfier jusqu'au Ouais, bout. c'est peut-être pas le grand nom qui va arrêter sa carrière après les Jeux parce que c'était un peu l'annonce choc après la Mastart au micro des médias allemands. Franziska Preuss a dit que c'était peut-être son dernier week-end de Coupe du Monde qu'elle vient de vivre en République tchèque. Donc ça l'a pris un peu tout le monde de court là en Allemagne et peut-être qu'on ne la verra pas non plus sur le mois de mars. Donc suspense, rien n'est décidé encore. Enfin peut-être qu'elle l'a décidé, mais elle n'a pas encore voulu l'annoncer. Mais en tout cas, ouais, si on pourrait perdre 2 gros noms de la discipline, bah, même plus, attention, on le sait, saison olympique oblige, enfin oblige, c'est pas Ouais, obligé, mais c'est une habitude, souvent. Mm. de perdre de très gros noms, en fin de saison. Mais Franziska Preuss, je trouve que cette année, elle est un peu fatiguée. Je la sens un peu à bout, quoi. Elle montre pas l'abnégation qu'elle avait l'an dernier, où elle avait un objectif, c'était de gagner. Enfin, elle a commencé bien, du coup, elle a chopé le maillot jaune, et puis après, elle s'est dit, ok, ben, ça va être mon objectif de l'hiver. Et là, je trouve qu'elle, de par son tir, parfois, elle rate la dernière, ou elle en fait 4. Enfin, bon, ça lui ressemble pas trop. Et moi, je la trouve un peu fatiguée, un peu à bout. Et finalement, ça m'étonne pas trop qu'elle ait annoncé ça. Mmh. Bon, Preuss qui a fait 13e de la Mastart et 3e de l'individuel court, Ouais. tout de même avec 2 fautes. C'était celle qui Oui, pouvait oui. priver du doublé de l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'elle a fait la faute de trop, même les 2 fautes de trop, face aux Mm. Françaises. Mais ouais, suspense, suspense. Bien, maintenant on va passer, à la partie masculine et à l'homme de cette étape de Nové Mesto. Quel week-end! Quel week-end d'Eric Perrault, fabuleux, du côté de la République tchèque. Alors c'est vrai qu'avant Nové Mesto, Eric Perrault se trouvait quand même très régulier, mais pas assez victorieux, depuis le début de l'hiver. Mais bon, bah, c'est ce qui est fou avec Eric, c'est qu'il dit des choses, il les applique, la semaine suivante. Paf, doublé individuel mass start et de quelle manière, 40 sur 40 au tir, en mode patron, enfin Eric a fait le plein, en nombre de points, en 180 points, possibles, 180 points récoltés. Il a fait plier, Tommaso Giacomel, et résultat des courses, Eric prend la direction des Jeux olympiques en tant que leader de la coupe du monde. Waouh, Jérémy, on s'en remet encore de ce week-end ou enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Eric là? Non, pas du tout. Je m'en remets pas. C'était vraiment comme dans un rêve. On a vu Tommaso quitter le stade dimanche, pas ravi, ravi. Je pense qu'il se voyait bien arriver en jaune. Et Eric, il avait décidé de monter en puissance. Il avait dit que sur le mois de janvier, en tout cas, il croyait en lui. C'est ça qui est, comme tu l'as dit, qui est très fort. C'est que quand il décide quelque chose, il essaye vraiment. Et il a dit, c'était pas facile. Je me suis battu sur le pas de tir. On voit qu'il s'arrête au milieu d'un tir pour se Ouais, reprendre. La dernière balle de la Mastart, pareil, il s'arrête parce qu'il sent qu'il s'emballe dans le tir. Et c'est cette intelligence en fait de course et ce mental, moi, j'ai encore des frissons de vous en parler. Enfin, vraiment, non mais c'est quand même, je trouve.
fascinant. Il est fait d'un bois autre et voilà. Et comme il est encore jeune, on a beaucoup, beaucoup d'espoir pour déjà les JO, la fin de saison, qui va quand même être accrochée, hein, parce que je pense que les autres ont pas vu dans le dernier mot, mais on y croit. Et puis, t'es pas dans les athlètes de l'IBU de la semaine, ce qui était quand même étonnant. Mais à part ça, pour moi, c'est quand même l'athlète de la semaine. Voilà. Mmh. Il est arrivé en République tchèque, avec 82 points de retard sur, Tommaso Giacomelli. Aurélie, déjà, si on t'avait dit que Eric serait devant l'Italien, après cette étape, tu aurais cru ou pas? J'aurais pas misé tout ce que j'ai dessus, mais ça restait, possible et jouable et je t'aurais dit: «J'achète». Et donc oui, alors effectivement, il profite des défaillances quand même de ses 2 principales concurrents quoi, Giacomel et Samuelsson. Mais lui, contrairement au débat qu'on a eu précédemment avec, Lou, ses principaux concurrents, ils étaient là. C'est eux qui ont failli, c'est pas qu'ils ont fait une impasse pour préparer des JO. Eux, ils étaient là et ils ont pas réussi, ils ont pas fait un bon C'est week-end. Samuelsson était là, Aurélie? Il paraît, je l'ai vu sur les listes. Alors je l'ai pas beaucoup vu à l'écran, mais il me semble qu'il était là. D'accord, OK. C'était juste pour savoir, Mais hein, ouais, OK. si, je l'ai même vu après, bien déçu. Mais bon, donc ses principales concurrentes là, je mets un peu le cas Button de côté parce que ça reste un cas particulier cette Ouais. saison. Mais c'est compliqué d'en tirer une analyse sur Button. Mais en tout cas, Giacomel était quand même arrivé un peu en homme fort à Nové Mesto et donc comme tu dis, il a failli. Ça l'a pas fait. Alors c'est pas cata hein, son week-end, mais à Giacomel, il a quand même perdu très gros. CB par contre c'est cata là pour le coup. Je sais pas, surtout l'individuel. Pardon, je suis désolée, c'est pas drôle, mais bon, enfin même lui il disait, je crois qu'il a pas fait de pire course. Il n'a pas Ouais. souvenir d'une pire course en carrière, en tout cas. Mmh. Donc non, Eric lui par contre il a assumé la pression, il a fait 2 belles victoires et donc il mérite son maillot jaune et quelle belle dynamique pour attaquer les Jeux. Ouais, c'est vrai et Delphine, hein, quelle maîtrise de son biathlon. C'est ça qui est le plus impressionnant parce qu'on sent pas qu'il a forcément une marge énorme sur ses adversaires, comme pouvait avoir un Martin Fourcade ou un Johannes Beu. Mais quand il fait son biathlon, quand il le fait proprement, quand il fait ce qu'il sait faire, c'est tellement beau, appliqué, c'est il y a tellement de sérénité qui se dégage, en lui qui même moi je suis serein en le regardant, c'est assez fou même. Ce qui est assez dingue je trouve, j'ai jamais été aussi serein qu'avec même Martin quand il était sur un tir. Je trouve que Eric il dégage quelque chose de une telle sérénité, même quand il parle, il est sûr de ses forces, il sait ce qu'il fait. Je trouve que c'est tellement épatant ce que fait Eric Perrault, la personne qu'il est aussi, je sais pas ce que tu en penses Delphine? Oui, oui, Eric, en fait, il est régulier là depuis le début de saison. Il est régulier. Il fait son biathlon. Alors c'est vrai qu'il a eu un petit peu de difficultés au tir en décembre, mais là depuis janvier, il est régulier et, euh, et donc comme tu l'as très bien dit Aurélie, il a des objectifs et il s'y tient et il met les moyens pour y arriver. Et Tommaso sur la Mastart par exemple. Tommaso, il a pensé au résultat. Et résultat, il a oublié son tir et il a fait n'importe quoi. On le sentait quand il sortait il faisait une péna. Il est très dur avec lui-même, Tommaso. Je pense, il est très dur avec lui-même parce que quand il sort du premier tir et qu'il fait une péna, on voit sur son visage, mais l'inquiétude. Et il se dit, mince, c'est mal parti. Et puis on voit aussi toute l'application qu'il met pour revenir sur le deuxième tour, pour le deuxième tir, parce qu'il a fait une péna et après il en refait une. Et du coup, là, il pensait trop au résultat, puis il se dit, bah, c'est fini, avec 2 pénas, je vais jamais pouvoir revenir. Puis après, il est embringué dans cette spirale négative. Et puis finalement, c'est ce qui a profité à Eric. Il aurait très bien pu rater aussi, Eric, hein. Mais non, bon, il a réussi à être, comme tu dis, très très serein.
Mais il est serein parce qu'il l'a travaillé à l'entraînement avant, parce il l'a répété, parce que lui aussi, il a connu des galères et tout. Et là où il nous épate, c'est qu'il est capable de s'arrêter dans un tir, puis de se reprendre. Puis d'ailleurs, Campbell Wright, il a bien appris la leçon, puis il a fait pareil, et c'est grâce à ça qu'il termine deuxième. Donc voilà, Rico, il commence déjà à faire figure d'exemple un peu au tir pour ses adversaires. Bah, Eric Perrault, au tir, au niveau des stats, c'est 90% au coucher et au debout. Ah ouais, Donc ça cause, hein, au ouais. niveau de ça, hein, c'est assez impressionnant. Alors que Giacomel, bah, ça fait des beaux cadeaux, hein, depuis quelque temps quand même, hein. C'est 84%, en tout, hein. C'est ce 85 au que coucher et 83 au debout. Ouais, c'est ce que disait Marie Dorin à Berge, j'ai trouvé ça intéressant. Elle disait, Giacomet, il est très, très fort sur les skis, au-dessus d'Éric Perrault, mais il a qu'un seul mode. Il a le mode, voilà, Tout à fait. je pars à fond, je tire vite, je repars à fond et je bourrine, quoi. Alors qu'Éric, il a plus une palette. Elle disait, il sait plus s'adapter aux conditions. Bah, voilà, comme Delphine l'a très bien dit, savoir s'arrêter sur un tir, C'était fort ça, hein. et ça, c'est des grosses forces aussi de Notamment s ouais. Oui, Jérémy, vas-y, Non, non, continue. non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Non, C'est une notamment, moi, je force. voulais revenir sur le dernier tir où il entend la faute de Campbell Wright et Eric Perrault s'autorise à prendre son temps sur la dernière balle, en fait, Mmh. pour, la mettre et il faut avoir aussi conscience de ça, hein, en fin de course, quand tu es carbo, des fois, tu peux lâcher enfin, Delphine, tu es mieux placée pour, en parler, hein, mais des fois, quand tu es à ce moment-là, tu as peut-être pas, cette conscience, à se dire, «Je peux prendre mon temps» et tu lâches ta balle comme ça. Bah, C'est quand en même, fait, la conscience, il l'a parce qu'il sait ce qu'il veut. Voilà. Donc, du moment qu'il sait ce qu'il veut et qu'il met en place ce qu'il a envie de mettre en place, ben, il a la conscience et il est dans le temps présent. Et s'il faut s'arrêter, il s'arrête. Alors que Giacomel, comme tu l'as bien rappelé, Jérém, Marie, il a fait une très bonne analyse. C'est ça, il a un mode de tireur, c'est je tire vite, et puis après je rattrape sur la piste, mais là, il n'a pas pu. Et et donc, ça payait Eric, sur, lui, Eric, il sait tout faire, lui. Il sait tirer vite, il sait tirer doucement en se reprenant. Et ça, c'est un énorme avantage. et il monte en puissance sur les skis, on l'a vu sur le mois de janvier et c'est Ouais. vrai que pour, Giacomel, ça payait quand même sur, les étapes allemandes parce que ça faisait des fautes, à côté, notamment Eric, on se souvient de sa triple faute à Oberhof, même sa double à Ruhpolding. Mais là, face à Eric, qui a un niveau, un très bon niveau, bah, là, ça paye plus là. Donc et même aussi face à d'autres athlètes, hein, finalement, hein, parce qu'il finit quand Oui, même 11e de la Mastart, hein, donc il y a quand même du monde, entre Eric et Giacomel, ce qui fait la différence au général, hein, désormais, hein, parce le- qu'Eric a désormais 37 points d'avance sur Tommaso Giacomel. Alors c'est un écart qui est très faible, hein, on va pas s'avancer sur le général, hein, évidemment, rien n'est fait à ce stade-là. Mais c'est vrai qu'Eric a fait forte impression, a mis un coup sur la tête de Giacomel juste avant les jeux olympiques. Point sur le général, donc je le disais, l'Italien a 37 points. CB, qui est passé à côté de son week-end, est à 166 points et Bowden, qui était de retour, est à 204 points. Bon, est-ce qu'on se dirige, sur un match à 2 ou un match à 3, un match à 4? Comment vous voyez les choses? un match à 4. Parce que Button, s'il arrive à nous remontrer ce qu'il a fait en début de saison, ben là, il va faire mal. Ouais. Et finalement, c'est l'écart entre, Lou et Mikinen, hein, à 2 Oui. points près, Ouais, ouais. donc OK. Toi, Aurélie, tu vois ça comment? Euh, moi, je pense ou j'espère, c'est compliqué. J'ai du mal à savoir si c'est si c'est parce que j'en ai envie ou parce que je pense, mais je pense qu'Erico va rester solide. Eric, pardon. Je pense qu'Eric va rester solide le reste de la saison. Donc, je pense quand même qu'il sera difficile à ses concurrents de remonter beaucoup en points. Alors après, ça ne veut pas dire qu'Eric va gagner toutes les courses, c'est pas ce que je dis, mais je pense pas qu'il sorte des places où il sera très loin dans les points. Donc je pense qu'effectivement, le concurrent le plus près, ça reste Giacomel, mais je pense que CB, peut-être CB, si, mais Button, je suis un peu comme Delphine, je suis pas sûre qu'il a dit son dernier mot, pas forcément parce qu'il court le général, mais juste parce que quand il court à son maximum, il est très bon, quoi.
Donc, s'il nous refait ce qu'il a fait en début de saison, il peut quand même grappiller quelques points. Après, l'écart est quand même là. Je sais pas. Je dirais qu'il faut quand même peut-être attendre, peut-être après l'étape, après les JO, voir comment ça se passe. Et puis c'est toujours, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours un peu bizarre les après JO. T'as un peu ceux qui ont un peu lâché la saison parce que le grand événement de la saison est passé. Surtout ceux effectivement qui ont fait des très beaux JO et qui courent peut-être pas forcément après le général. Ils se disent allez, c'est bon, ma saison est faite. Et puis t'as ceux qui ont peut-être pas fait des bons JO et puis qui ont envie quand même de finir en beauté. Donc bon, ouais, c'est compliqué à dire. À voir. Ouais, bon, on verra bien. En tout cas, tout reste à faire pour cette course du général. Et un point sur les autres classements, hein, mais comme en fait, ce Louge en mono, Eric Perrault domine 3 classements, à savoir celui de la poursuite, de l'individuel et de la mass start. Et au classement du sprint, il est troisième à 68 points de Giacomel. Donc, c'est bien En placé, fait, hein. on a une chance en or d'attraper tous les globes cette saison. Oui, on a une chance de faire une razzia du côté de l'équipe de France, Ouais. parce que même au niveau des globes, nations, équipes, tout ça, c'est aussi des relais, c'est bien parti aussi donc c'est, voilà, Oh, c'est le, plutôt le hold-up. ça Le hold-up peut être français. ça peut être une vraie razzia, ouais, un vrai casse à la française là, en effet. Ouais. Et pour faire un comparatif, sur, la saison dernière, Ligrade, menait la danse avec 854 points. Johannes Beu était 2e avec 806 et Eric Perrault était 3e avec 585 points. Aujourd'hui, Eric Perrault a 834 points. Donc C'est mieux. c'est un peu Plus que mieux pour Johannes. Eric. Ouais, plus que Johannes d'ailleurs, finalement. C'est aussi, ça qu'il faut prendre en compte. Donc ouais, on voit la courbe ascendante d'Eric Perrault cette saison par rapport à l'an dernier et finalement ça se traduit aussi par ça. Et aussi une stat aussi qui était assez intéressante, je trouvais, c'était, les leaders, du classement général avant les Jeux. Et en fait, depuis 2002, chez les hommes, ça a toujours été des Français. 2002, Raphaël Poiré, 2006 aussi, Raphaël Poiré, 2010, Simon Fourcade, 2014-2018, Martin Fourcade, 2022, Quentin Fillon-Maillet et 2026, Éric Perrault. Elle est pas mal. On sait Franchement, être en forme au bon moment. exactement. Ouais. Et chez les femmes, en 2026, Lou Jean Monod, c'est la seule française de ces dernières années qui était en tête avant les Jeux. Et d'ailleurs, c'est la première fois depuis 2017 qu'on a 2 Français porteurs du dossard jaune en même temps. Donc c'est aussi intéressant. Et aussi, j'ai calculé les. 2017, c'était pour Marine, c'était Justine qui avait Exactement. le dossard jaune. C'est bien de préciser. Voilà. Et Martin Fourcade aussi, mais Et bon, Martin, oui. ça va de soi. Ça va de soi. Et j'ai aussi calculé, en fait, ces leaders du classement général avant les Jeux, s'ils avaient finalement remporté le Gros Globe. Et chez les hommes, c'est un 4 sur 6, puisque malheureusement, alors Raphaël Poiré ne l'avait pas remporté en 2006, c'était Ole Bjørndalen, et en 2010, c'était donc pas Simon Fourcade, c'était Emil Svensson. Et chez les femmes, sur cette période, 5 d'entre elles avaient bien remporté le Gros Globe de cristal. Donc on espère que pour Jean Monod, ce sera le cas aussi. Pour les JO, c'est quand même parce que bon, Eric et Lou, on verra, mais Quentin, il avait fait des beaux JO, arrivé avec le dossard jaune. Martin Fourcade Ça va, aussi. hein. Aussi. Bon, Après, ouais, après derrière, bon, Raphaël, il n'est pas champion olympique, il me semble. C'est pas ce qui non. lui manque à son palmarès. C'est ce qui manque. On lui a souvent dit ça, malheureusement, oui. Ouais. On lui a Et souvent donc, répété. mais bon, si on part, alors désolé Delphine, mais si on prend un parti pris pour dire que le biathlon moderne, c'est depuis Sochi 2014, ça sent bon pour Eric Elou. Ouais. Oui, je C'est suis depuis d'accord. que les Jeux ne comptent plus pour la Coupe du Monde en plus, Oui, c'est depuis ça. Ouais. 2014. Donc peut-être il y a aussi un effet, Voilà, voilà. exactement. Bon, mais c'est vrai. Mais oui, oui. Mais c'est vrai que non, c'est une petite stat, quand même que je voulais vous donner, qui était intéressante, de voir que des beaux drapeaux français depuis 2002 en tête du général, avant les Jeux olympiques. Bien, on va parler des autres Français maintenant. Je note le magnifique 20 sur 20 d'Emilien Jacquelin sur l'individuel. Pour son premier podium sur ce format d'ailleurs, hein, avec ce beau doublé avec Éric Perrault. Quentin Fillon-Maillet en difficulté, hein, 17e et 19e, tombé sur un grand Tommaso Giacomel sur le relais mixte. Fabien Claude, une nouvelle fois 4e.
Malheureusement, qui loupe de très peu, d'1 point, je crois, la 15e place du général qui lui aura permis d'être assuré, d'être sur la Mastart des Jeux olympiques. La meilleure perf en carrière sinon de Oscar Lombardo, 4e sur l'individuel court, plus un bon relais mixte et aussi, 2 cérémonies des fleurs pour Émilien Claude, plus 2e place sur le mixte simple avec Jeanne Richard. Aurélie, tu veux parler de qui? Je vais parler d'Emilien, juste pour te faire plaisir et dire qu'il est sorti du bois sur cette sur cet individuel. Ça faisait longtemps, tiens. Très beau, ouais, ça faisait longtemps. Très beau, 20 sur 20, effectivement, comme tu l'as dit, et puis ça faisait plaisir. Et puis, on ne boude pas notre plaisir, un beau duo sur le podium. On en a eu plein ce week-end d'ailleurs, et duo français. Voilà. Et donc, ça faisait plaisir de le voir comme ça revenir au top. Alors, j'allais dire jouer devant. Bon, c'est un individuel, donc c'est pas qu'il joue devant, mais en tout cas, il sur le papier, il a joué devant. Dommage qu'il y ait eu un petit peu trop de fautes sur la Mastart. J'y croyais bien, j'en avais envie de le voir revenir jouer devant sur la masse. Mais bon, ça faisait quand même plaisir un peu, comme Justine, en fait, c'est un petit peu la même. Par contre, Quentin, comme tu disais, lui, il est bien resté caché dans le bois. Il n'a pas voulu sortir. Il est quand même un petit peu en difficulté. C'est quand même un peu. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est même Je sais physiquement, hein, pas où ça pêche. Ouais, on parle du ça tir, mais pêche. aussi physiquement, c'est compliqué, hein, je trouve, hein. Ouais, et il a pas les jambes sur la piste et il a pas le tir non plus. Donc les jours où ça va, où il tire sans faute, il peut sortir du bois. Faut que j'arrête. Il peut s'en tirer pas trop mal, comme on avait vu sur le sprint à Ruhpolding. Finalement, il faisait une belle cérémonie des fleurs. Mais quand le tir va pas non plus, il a pas non plus ce qu'il faut pour sur la piste pour faire des belles places, quoi. Et c'est quand même dommage. Ouais. Delphine? Oui, moi j'étais très contente pour Oscar qui continue dans sa progression et il a profité qu'il manquait du monde enfin qu'il manquait pas tant que ça, mais pour faire un très bon individuel court. Et ça même si il courra sans doute pas au jeu, ça fait rien. Ça montre quand même qu'il est en forme, qu'il est capable d'aller chercher des places devant et que si quelqu'un est malade ou il peut tirer son joker, hein. Et puis Émilien Claude qui étonne finalement. C'est vrai que quand on regarde son parcours cette année avec son opération du dos, c'était pas donné qu'il puisse y arriver. Et là, il a, pareil comme Oscar, il en a profité et il est venu devant. Il a joué sa carte aussi. Il fait un très beau finish sur le relais mixte et le simple mixte. Et puis, tant mieux pour lui, ça le rassure aussi. Et puis, je pense que ça peut peut-être aussi faire taire un peu tous ceux qui trouvaient qu'il avait peut-être pris la place d'Antonin Guigona dans cette sélection olympique. Mmh. En effet, bon week-end pour, Émilien Claude qui il revient oui, il a souffert, hein, entre son hernie discale, la maladie aussi en début d'hiver, il a cumulé les pépins physiques et de santé donc on le sent bien de retour Émilien Claude, sur ce mois de janvier et d'ailleurs Jérémy, tu voulais en parler d'Émilien Claude aussi? Ouais, 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 je suis très content aussi de le voir en bonne position. Ça faisait plaisir, ce podium, enfin cette cérémonie des fleurs avec son frère, Fabien, qui fait vraiment une Mmh. belle 4e place. Il aurait pu aller chercher, enfin, on a espéré qu'il puisse chercher Aspenès, Ouais, qui on a été l'imaginait, hein. solide, hein. Ouais, il a pas tellement récupéré de temps. Moi, je le voyais bien, le croquer et puis s'assurer une, 15e place devant Frey. Comme tu le disais, Romain, 1 point, c'est très Bah, ouais, dommage. c'était Après, on espère que ça va justement le booster pour faire partie des 15 sélectionnés pour leur performance au JO. Mais j'imagine que c'est quand même, voilà, quand on est dans les 15, au moins il y aura toujours la Mastart pour se refaire. Donc ça, c'est un peu dommage. Et voilà, les frères Claude, qui vont être à 3 au JO, si Florent se remet là de ses soucis de santé. Ils sont attachants, cette fratrie, quand même. On les aime bien. mmh. Bah, c'est des belles histoires qu'on aime dans le biathlon, hein, forcément, ces fratries, on
pense aussi aux sœurs Chevalier. Enfin, on pourrait, je pense, en parler des heures parce qu'il y a tellement des histoires de famille dans le biathlon que ça fait Sans partie parler de la des vie. couples. Sans parler des C'est couples, ah vrai. oui, bah, notamment en Suède, Aurélie, Oui, ça notamment. me fait toujours rire. Hem, d'ailleurs, c'est vrai que oui, on n'a pas trop parlé, on a parlé surtout d'Eric, mais CB et Botton, Botton, c'est vrai que c'était un retour assez particulier. On ne sait pas trop, quoi s'attendre. Alors au niveau temps de ski, c'est plutôt toujours rapide, hein, mais on a senti quand même derrière la carabine, il se battait, mais c'était plus la même efficacité, hein, c'est forcément ça dans la tête, ça a beaucoup, cogité ces derniers temps, ça a beaucoup souffert et c'est vrai que ça reste un week-end quand même plutôt, intéressant, Ruely pour le Norvégien. Ouais, je sais pas, oui, ça reste un week-end intéressant. C'est un week-end pour se remettre pas seulement en jambes, mais aussi dans C'est pas le. inquiétant, on est Oui, voilà, non, c'est pas inquiétant. Je pense que c'est pour se remettre dans le mode, peut-être athlète, biathlon, concurrence, enfin concurrence, non, compétition. Après, il l'a dit lui-même, hein, surtout après l'individuel, il disait qu'il avait du mal à être présent sur la course. Il avait l'impression d'être un peu en dehors de lui-même et de s'observer lui-même. Il n'était pas là, il pensait beaucoup à Sivert. Il avait du mal à se concentrer finalement sur sa course. Alors je pense que voilà, sur la piste, comme tu dis, il est un peu en mode autopilote. Il va vite, donc il va vite. Mais c'est vrai que sur le pas de tir, c'était moyen. Je pense que voilà, c'est ce qu'il lui faut. Je pense que c'est peut-être bien pour lui de se remettre dans une routine de course d'entraînement. Mais bon, voilà, ça reste mentalement compliqué. Il a quand même vécu un traumatisme. Donc à voir. Mais non, je suis pas inquiète et je pense qu'il saura rebondir. Mmh. Et Samuelsson, on va en parler, avec toi, Jérémy, parce que c'est ta contre-performance, du week-end. C'est vrai que finalement Samuelsson, il aurait dû rester à la maison, hein. En tout cas, aller en stage, à Livigno avec, les Sœurs-Berg. Mais clairement, surtout c'était, semble-t-il, le plan initial et c'est un peu, dommage parce que je pense qu'il s'est senti, bah, voilà, pas content d'être là, il a perdu des points, de la fatigue et cetera Ah bah là, c'est il un avait week-end, la je pen le pire week-end possible pour Samuelsson là, ah oui, franchement, oui, mais Aurélie 0. le disait, il a dit: «C'est la pire course de ma carrière». C'est vrai que ça arrive, hein, des très, très mauvaises courses, mais c'est pas le bon moment parce que ça va pas le rassurer, avant les JO. Donc ouais, contre-perf pour CB qui nous avait étonnés quand même sur le mois de janvier et là Ouais, qui retombe un peu dans ses travers. ouais. Bah, Aurélie, je te laisse un peu en parler quand même, tu as eu des réactions de CB ou à la presse norvégienne? Oui, oui. Ils sont pas, pour le coup, il était tellement triste et déçu qu'ils se sont pas trop moqués. Ils ont compris ils ont Le compris pire, le pire. Ah, le pauvre. ouais, c'est peut-être presque pire. Ouais, ils ont pas chambré. Ils ont compris que là, c'était sérieux. Ils ont eu de la pitié, voilà. Donc, mais, Ouais. non, je pense qu'effectivement, je pense que CB aurait peut-être dû aller s'entraîner en altitude avec le reste de l'équipe. Ou même se reposer, ou même aller voir sa fille, aurait été un week-end où sa fille et sa compagne aurait peut-être été un week-end plus Mmh. efficace ou ressourçant, je ne sais pas. Il serait parti du coup avec un bon capital confiance s'il était parti d'Allemagne. Là, pour le coup, c'est raté. Après, ça reste, voilà, ça reste. Il a joué, il s'est pas défilé, il a pas fait d'impasse, il est venu jouer. Bon bah, il a perdu. C'est dommage, mais je sais pas ce qui s'est passé. Il avait montré de belles choses, mais là, sur le pas de tir, c'était une cata, ouais. Donc, je sais pas où ça a pêché. Ouais, c'est ouais, week-end, ouais, 100 pour, Samuelsson, c'est même possible d'ailleurs pour Mponsiuma, en retrait aussi, hein, 21e, 17e. Bon, c'est pas en réussite les Suédois, du côté de Novi Mesto, leader, suédois. Mais ouais, grosse déception, pour, CB qui a dû, après l'individuel, avoir de très gros regrets de ne pas être parti pour l'Italie, après Ruhpolding, hein. Ouais. Je pense que là, il devait être énervé. Je pense, fallait pas l'embêter, après la course.
Ori, bah tiens, je vais te laisser la main pour les performances et contre-performances. Ta performance, alors je sais que tu en avais plusieurs. Est-ce que tu as fait ton choix ou... Après, tu peux nous dire les trois que tu avais cités. Je peux en avoir deux. En tout Oui, cas, vas-y, vas-y. j'ai réduit à deux. Alors déjà, Lucas Hofer, le vieux briscard. Et je dis pas ça. Il n'y a pas des jeux à la maison qui Il y arrivent? a des jeux à la maison qui arrivent. Quel âge il a? 36 ans, 37 ans, par là. Et puis là, il fait quand même un petit top forme là juste avant les jeux à la maison, comme tu disais, avec un podium et puis une cérémonie des fleurs. Il revient en forme et puis une victoire sur un relais. Donc là, il est affûté, Hofer. Donc j'espère pour lui que ça marchera au jeu. Ou alors, comme tu disais en off, peut-être qu'il a son pic de forme 2 semaines trop tôt. On verra. On verra ça. Et donc j'avais quand même, parce que voilà, Hofer, c'est pas si souvent qu'on le voit jouer comme Ah bah ça, oui, oui. on le voit sur la boîte. Donc belle perf. Et puis j'avais quand même, juste pour parce que c'était mignon, aussi Martin Nevland, le copain d'enfance d'Eric, de les voir les deux, qui fait une belle 5e place sur l'individuel, qui est pas dans l'équipe A norvégienne, enfin qui est pas toujours là, et qui vient et puis qui fait une belle cérémonie avec Eric. Ils avaient l'air heureux d'être ensemble tous les deux. Les parents de Nevland étaient là pour encourager Eric et Martine, du coup, évidemment, leur propre fils, mais bon, ils l'ont dit, hein. Pour la Mastart, il y avait une grande interview d'eux où ils racontaient l'enfance d'Eric avec Martine et tout ça, et donc ils disaient bon, vous encouragez Eric? Alors ils disaient oui, Eric on le voit gagner, hein. Ils disaient puis Martine, bon Martine on verra, mais donc c'était mignon. Et donc, il faut quand même une belle perf de Martin Nevland. Voilà. D'accord. J'avais Ok. Aspenez aussi pour les mêmes raisons. Enfin, pas pour les mêmes raisons, mais parce qu'il faisait aussi Parce une que belle ses parents perf. soutiennent Eric, c'est ça? Non, ils n'ont rien dit, eux. Ils n'en ont pas parlé. Mais bon, SPS, ouais, sur le podium de la Mastart, évidemment. ouais. Donc, ok. Jérémy, alors, on a dit ta contre-perf, Samuelson. Ta perf du week-end, et c'était souvent dans nos contre-perfs d'ailleurs. Eh ben oui, ce cher Campbell Wright qui, qui revient là, il est quand même très marrant. Moi, sur le relais, il fait des grimaces. Enfin, il est vraiment barré et c'est cool aussi de voir ça. Il a vraiment pas l'air de se prendre trop la tête. Et puis quand il met les balles et là, il retrouve quand même de la forme à ski. En tout cas, donc il fait cette belle 2e place derrière Eric. Donc à voir là au JO, Comme il par était hasard, très bon au championnat du monde, ouais, comme par hasard. Et puis là, comme on sent que il a un peu de distance, que je sais pas, il a cette mentalité un peu différente. Et ben, il a peut-être moins de pression que d'autres et il va peut-être nous claquer des beaux résultats. Ouais, de toute façon, sans venir, qui maintenant joue que sur les jeux, depuis. On avait fait peut-être un des favoris et gros outsider pour le Gros Globe de Cristal. Bon, on l'a vu rapidement, finalement, il n'était pas dans le coup et bon, que pour les jeux pour l'américain. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Eric et Campbell Wright. Il aurait presque manqué, alors ça nous arrange dans un sens, mais Tommaso Giacomel est avec eux. Ça a fait un magnifique podium, les 3 jeunes qui sont là. C'était la génération qui prend le pouvoir, comme on le voit cette saison-là. Mais c'était très sympa de voir Campbell Wright sur ce podium. Delphine, alors, ta performance. Alors, on a un peu parlé de notre cher, notre cher qui? Léon Pfund. À tes Non, souhaits. mais c'est bien, il vient de la Coupe d'Europe et puis il arrive sans complexe et il fait un peu comme nos Français ou Françaises font. Il y a une chance qui s'offre, je prends la chance et il en a profité, donc c'est chouette. Et il a montré son nez, il a montré ses couleurs et donc voilà, c'est un Allemand qui a l'air de bien avancer, qui arrive et c'est bien pour leur nation parce que ils Oui, en c'est ont un vent de besoin fraîcheur, quand hein. même. C'est Hein? un vent de fraîcheur pour l'Allemagne, qui a du mal à voir des jeunes arriver. Là, on était sur Oui, une équipe B, on se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que ça va donner?» On a une belle satisfaction avec un jeune Allemand, ça fait plaisir, 22 ans, ouais, c'est Léo. ça. Ouais, 22 ans, ouais, ouais. Et puis Stromsheim qui n'est pas qualif pour les Jeux. Et puis je pense que là, dans sa tête, c'était un peu fini. Il fait 5 pénats au dernier tir debout
du petit individuel. Et je pense que là, il est parti en vacances et il en a besoin parce que dans sa tête, je pense que ça doit être, puisque je vais pas au JO, j'ai plus, enfin, il n'y a plus rien il y a plus de sujet sur lequel me battre et finalement, je préfère arrêter tout et puis recommencer au printemps. Enfin, j'imagine qu'il se dit ça parce que là, ça ressemble plus à, à une baisse de motivation, une baisse d'objectif qu'autre chose, je pense. Ouais, Stromsheim, hein, double champion du monde à Lenzerheide il y a 1 an, dont le titre de la Mastart. Ouais. C'est la grosse déception de cette saison avec Sorum, hein. Alors Sorum, il y a des problèmes de santé aussi, enfin, c'est vrai que, ouais, on les Ça va, voyait, ça vient. Ouais. on les voyait aller tout droit vers les Jeux, hein, mais on sait Ouais. qu'en Norvège, ça va vite mais bon, c'est aussi dû à des contre-performances de ces athlètes-là, des petits soucis de santé et ouais, pour Stromsheim, les vacances, je suis pas sûr qu'il soit devant la télé pour regarder les Jeux, ça va lui faire plus de mal qu'autre chose, Il va regarder le fond ou le saut à Soit ski, ski ou ouais, le saut à ski, par exemple. n'est-ce pas Aurélie? C'est toujours divertissant. Le saut à ski, c'est divertissant. Très Notamment de la récente divertissant. actualité, parce qu'on en parle souvent en off, hein, du saut à ski, de ce qu'on a lu dernièrement, de ce que faisaient les sportifs pour, performer, Oh, avoir Pour une tricher. pour tricher, oui. pour avoir une combinaison un peu plus grande, hein. On va pas rentrer dans les détails ici, hein, on n'est pas, saut à ski en live, hein, mais c'est vrai que ça part un peu en live, hein, cette Ouais. discipline, hein. Sans Ouais. dire, un autre terme, ce qui aurait pu voilà, mais bref. Pour donner une piste, Mais pour donner une piste, exactement. On fera un podcast spécial saut à ski une fois si vous voulez, Voilà. pour se marrer. Exactement. Mais ouais, peut-être il verra le saut à ski ou même le curling. Allez, voilà, ça Allez, ça prend le shine pour se détendre un petit peu. Bon, bah, en tout cas, merci pour vos performances et contre-performances. On a terminé avec la coupe du monde. Alors ces derniers jours, il y avait aussi les championnats d'Europe junior d'Imatra en Finlande et la coupe de France, la 5e étape de la coupe de France au Contamine. Des résultats que vous pouvez retrouver sur, notre site internet, bien évidemment. Et cette semaine, dès mercredi, il y a les championnats d'Europe seniors à Souchon. Aurélie, ce magnifique site. Alors, on a vu des images là dernièrement incroyables. Là, les conditions s'annoncent exceptionnelles, hein, avec énormément de neige, avec une équipe de France qui a de belles chances de briller, comme chez les dames et chez les hommes, surtout chez les dames, hein, il faut le dire. Avec une grosse équipe, la grosse Armada qu'on a depuis le début de l'hiver sur le circuit B, menée par Paula Beauté. Aurélie, tu vas nous donner le programme. Ça je vais vous commence dès donner le ce programme mercredi. de Vas-y. Schuchen. Ça commence donc dès mercredi, effectivement, à 10h20 avec un individuel masculin. Et puis un peu plus tard avec un individuel féminin à 14h30. Et puis le vendredi, c'est ça, à 10h45, le sprint homme, suivi du sprint féminin à 14h30. Et puis le samedi 31 janvier à 10h50, la poursuite masculine. Et puis à 13h30, la poursuite féminine. Et donc on finit le dimanche 1er février à 10h40 avec le relais masculin, suivi du relais féminin à 13h45. Et des courses à suivre en direct sur la chaîne L'équipe, qui seront diffusées comme chaque année. Ce sera sans Anne-Sophie Bernardi, comme on l'a compris, hein, qui fait l'impasse sur la fin de saison qui va donner naissance à un petit enfant. Donc félicitations Ouais, c'est à chouette. Anne-Sophie Bernardi. Ouais. On va retrouver la saison prochaine normalement, hein, ce qui est prévu. En tout cas, toutes nos félicitations à Anne-Sophie Bernardi. Bien, les amis, on a fait le tour de cette 6e étape de Coupe du Monde. Oui, Ah on est oui? prêt pour les JO. On est prêt pour les Jeux et on a très, très hâte. Et d'ailleurs, hein, prochain rendez-vous pour nous, ce sera le preview des Jeux olympiques. Vous en avez l'habitude avec les mondiaux. On l'avait fait aussi pour Pékin. Bah, on change pas la formule, hein. On va le faire aussi pour Milan-Cortina. On va faire pas mal de pronostics, hein. On va s'avancer sur ces Jeux Oh, olympiques. Ça va être magnifique, je sens. Et on va se projeter sur cette magnifique quinzaine. On a évidemment très, très hâte. On a hâte de vivre ces Jeux avec vous sur ce magnifique stade d'Antols. Franchement, tout est réuni, hein, pour avoir des magnifiques Jeux olympiques avec aussi cette magnifique équipe de France. On peut vivre une quinzaine fabuleuse et ce sera même au-delà du biathlon, hein, on va s'intéresser aussi aux autres sports. Alors ici, sur ce podcast, on va parler du biathlon,
mais on va en profiter aussi des autres, hein. Ça va nous permettre de découvrir d'autres disciplines, hein, qu'on ne voit pas forcément durant l'hiver. Et évidemment, on va aussi observer de près nos biathlètes. Bien, merci à tous les 3, encore une fois, c'était un plaisir. On se retrouve donc prochainement pour le preview, des Jeux olympiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, cet épisode, à mettre 5 étoiles aussi si vous le pouvez, si vous le souhaitez, ça nous ferait vraiment très plaisir. Donc on vous remercie encore de vos réactions. Vous pouvez aussi réagir d'ailleurs sur ce qu'on a débattu, hein, si vous êtes d'accord ou pas avec Jérémy, Aurélie et Delphine. Encore merci à vous tous et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Biathlon en live. Salut tout le monde! Ciao. Salut.